Je vais appeler tout de suite Corinne Vacher à Bordeaux pour se positionner. Donc une intervention en binôme. Dave Bohan qui est là ici sur le microbiote à des fins d'identification de nouveaux agents de biocontrôle. À vous Corinne. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Corinne Vacher, je travaille à l'INRAE de Bordeaux et je vais vous présenter des recherches que je mène en collaboration depuis plusieurs années avec David Bohan qui lui est à l'INRAE de Dijon. Et donc là, on va faire cette présentation à deux voix. Je vais vous présenter plutôt les grands axes de nos recherches. Et puis ensuite, Dave interviendra sur la deuxième partie et il reviendra sur des points précis de nos recherches. Donc, nos recherches visent à analyser le microbiote de la vigne pour identifier de nouveaux agents de biocontrôle des maladies. Donc, dans un écosystème viticole, il y a de la biodiversité. Donc, il y a bien sûr des vignes, il y a des plantes herbacées, des arbres, des insectes, des oiseaux. Et puis, il y a des hommes et des femmes qui façonnent le paysage et puis qui gèrent cette biodiversité. Cette biodiversité visible, elle n'est en fait qu'une infime partie de la biodiversité de l'écosystème. En effet, la vigne, les herbes, les arbres, les hommes et aussi bien sûr le sol, tous hébergent... Je crois que mon micro s'est arrêté. Non, ça va ? Tous hébergent une multitude de micro-organismes qui constituent la biodiversité microbienne. Et donc cette biodiversité microbienne, elle est de loin, en termes de richesse, la plus importante de l'écosystème viticole. L'ensemble des micro-organismes d'un individu s'appelle son microbiote. Donc vous avez tous un microbiote. Donc chez l'homme, la partie la plus diversifiée du microbiote, c'est le microbiote intestinal. Donc vous avez tous 1 à 2 kg de bactéries qui sont en train de digérer notre repas du midi. Et chez la vigne, c'est pareil. Chaque cep de vigne a son propre microbiote. Et tous les organes de la vigne, des racines jusqu'aux feuilles, sont associés à des micro-organismes. Et la partie chez la vigne et chez toutes les plantes en général, la partie la plus diversifiée du microbiote, c'est la partie racinaire. Donc le microbiote de la vigne est formé d'une multitude de micro-organismes. Des bactéries, des champignons microscopiques, des oomycètes, des virus. Certains sont néfastes. Ils sont néfastes pour la plante, ils vont causer des maladies, ce sont des pathogènes. D'autres sont bénéfiques à la plante, ils peuvent favoriser la croissance. Et d'autres sont neutres, ils n'ont pas d'effet. Certains de ces micro-organismes interagissent les uns avec les autres, d'autres interagissent avec la plante. Et enfin, il y en a qui n'interagissent pas, ils sont juste posés là sur la feuille ou sur l'écorce. Certains des micro-organismes sont tout le temps présents. On dit qu'ils font partie du cœur du microbiote de la vigne. Et d'autres sont en abondance variable. Donc leur abondance varie par exemple en fonction de l'organe de la plante. Ce ne sont pas les mêmes micro-organismes que l'on trouve associés aux racines et aux feuilles. Ou ils peuvent varier en fonction de la saison, en fonction des pratiques culturales ou en fonction du cépage. L'individu et tous ces micro-organismes s'appellent un holobionte. Donc chacun d'entre vous est un holobionte. Et de la même manière, chaque cep de vigne est un holobionte. Le terme holobionte, il vient du grec holos, qui signifie le tout. Et c'est un terme qui est important en science, parce qu'il est là pour nous rappeler que les caractères d'un individu, comme par exemple sa santé ou sa croissance, ça ne dépend pas uniquement des propres cellules de l'individu, ça dépend aussi de tous les micro-organismes avec lesquels il interagit. Donc on sait que le microbiote contribue à la santé des plantes. Il y contribue de deux manières. Tout d'abord, il forme une barrière protectrice contre les agents pathogènes et aussi il stimule l'immunité de la plante. Lorsqu'un agent pathogène arrive au contact, arrive sur la vigne, eh bien, il rencontre son microbiote. Et certains des micro-organismes de surface peuvent avoir un effet négatif direct sur les agents pathogènes, soit parce qu'ils entrent en compétition avec les agents pathogènes, soit parce qu'ils vont leur mener une guerre chimique et ainsi limiter leur développement. Et aussi, le microbiote qui est en interaction avec la plante va de manière continue stimuler les défenses immunitaires de la plante et ainsi la plante va mieux se défendre contre les agents pathogènes. Donc,
dans nos recherches, la question que l'on se pose, c'est parmi la multitude de micro-organismes associés à la plante, lesquels ont un effet négatif sur les pathogènes. Donc lesquels est-ce qu'on pourrait favoriser ou inoculer pour lutter contre les pathogènes. Pour répondre à cette question, on peut commencer par caractériser la composition du microbiote en utilisant une technique qui s'appelle le séquençage. Donc le séquençage, vous en avez tous entendu parler ces 2 dernières années, puisque c'est la technique qui a été utilisée pour identifier les différents variants du Covid, le Omicron, le Delta. C'est la même technique qui est utilisée pour dire quels sont les micro-organismes associés à la vigne. Donc ces techniques de séquençage, elles ont émergé il y a une quinzaine d'années, puis elles sont de plus en plus accessibles. Elles sont de moins en moins coûteuses et puis de plus en plus rapides et faciles à mettre en œuvre. Mais elles restent un sujet de recherche. Donc pour séquencer le microbiote de la vigne, la première étape, c'est de prélever des petits fragments végétaux, donc des petits fragments de feuilles, de bois ou de racines, qu'on va mettre en général dans des contenants stériles à l'aide de gants pour ne pas contaminer notre échantillon avec notre propre microbiote. Dans une étude scientifique, en général, il y a plusieurs centaines d'échantillons qui sont caractérisés. La deuxième étape, c'est de lire l'information génétique des micro-organismes à l'aide de séquenceurs. Le séquenceur va lire l'ADN des micro-organismes. Donc cette étape, en général, cette lecture, elle se fait au laboratoire sur des séquenceurs qui sont à peu près cette taille, voilà, qui sont posés sur une paillasse. Mais de plus en plus, on voit le développement de séquenceurs miniatures. C'est ce qu'il y a sur la deuxième image. Ces séquenceurs qui peuvent tenir dans la paume d'une main et ils vont bientôt permettre de faire le séquençage en directement sur le terrain. On pourra dire, tiens, telle vigne a tel microbiote. Donc, ce que nous renvoient les séquenceurs, en fait, c'est des mots dans lesquels chaque mot correspond à un micro-organisme. Donc, dans une étude scientifique, en général, il y a plusieurs millions de mots à traiter. Donc, l'information rendue par les séquenceurs n'est pas parfaite. Il y a souvent des fautes d'orthographe dans les mots. Et le travail des chercheurs en bioinformatique, c'est de corriger ces fautes et de rassembler les mots de manière à créer une information qui soit utilisable, intelligible. Une fois que les bioinformaticiens ont fait leur travail, ils nous renvoient une information qui reste relativement complexe, mais qui peut être visualisée. C'est ce qui est sur le diagramme à droite de ma diapo. Donc, ce diagramme présente l'abondance de milliers d'espèces microbiennes dans des centaines d'échantillons. Chaque chaque barre verticale en fait, correspond à un échantillon et chaque couleur correspond à un micro-organisme. Donc, comme je le disais, cette information issue du séquençage, elle reste relativement complexe. Donc, l'enjeu, c'est d'extraire les informations importantes pour gérer la santé des plantes, par exemple par biocontrôle ou par biostimulation. Donc, la troisième étape de nos recherches, c'est de traiter cette information assez complexe en faisant appel à des outils mathématiques, statistiques ou informatiques. Et ce que l'on veut, in fine, c'est identifier, parmi la multitude de micro-organismes associés à la vigne, ce qu'on veut, c'est identifier ceux qui pourraient être potentiellement des ennemis des agents pathogènes, de manière à pouvoir les utiliser en biocontrôle. Ou bien, selon les expérimentations qui sont réalisées, on peut essayer d'identifier des promoteurs de croissance. Donc, je vais vous présenter quelques résultats qui ont été, de travaux en cours qui ont été réalisés sur l'oïdium de la vigne. Donc là, notre objectif, c'était d'identifier des micro-organismes qui pourraient être antagonistes de l'oïdium de la vigne. Donc pour cela, nous avons caractérisé le microbiote par séquençage. Nous avons caractérisé le microbiote de tissus sains et puis de tissus infectés par l'oïdium. Donc ce que l'on voit assez facilement donc, sur ces diagrammes de diversité, c'est que dans les tissus sains, le microbiote, il est diversifié. Vous voyez, chaque échantillon est associé à un grand nombre de micro-organismes. Il y a beaucoup de couleurs dans la barre verticale. Ce qu'on a aussi pu montrer, c'est que le microbiote des tissus sains, il est dynamique au cours de la saison. Et on a pu identifier quelques espèces qui sont caractéristiques de ces tissus sains. En revanche, lorsque le tissu est malade, le microbiote devient dominé par l'oïdium. L'oïdium est représenté en vert ici dans mon diagramme. Et on voit qu'il reste presque plus, les autres espèces ont quasiment disparu. Et le microbiote, il perd aussi sa variabilité, il se fige, il devient stable au cours du temps.
Et en analysant conjointement les deux types d'échantillons, les sains et les malades, eh bien, on a pu reconstruire un réseau d'hypothèses d'interaction entre les micro-organismes, où on voit par exemple qu'il y a des interactions probables entre l'oïdium, Erysiphé necator, et d'autres micro-organismes associés à la vigne. Et on a commencé actuellement à faire quelques validations expérimentales de ces interactions et on va les poursuivre. Donc nous avons mené le même type de recherche sur le mildiou de la vigne. Cela a été fait dans le cadre de la thèse de Didac Barroso-Bergada, qui est en thèse à Dijon, dans l'UMR Agroécologie, sous la direction de David Bohan. Et la différence entre les recherches qui sont menées par Didac Barroso-Bergada et les recherches que je vous ai présentées précédemment, c'est qu'il a développé une nouvelle méthode, une méthode générique faisant appel à l'intelligence artificielle pour identifier les interactions entre micro-organismes. Et donc David Bohan reviendra sur cette méthode dans l'exposé qui suivra. Et enfin, donc, dans le projet PPR Vitae, nous allons poursuivre ces travaux. Donc notre objectif, c'est d'analyser et cultiver le microbiote pour proposer de nouveaux agents de biocontrôle de l'oïdium et du mildiou. Donc pour aller dans cette direction, nous allons tout d'abord commencer par développer de nouvelles méthodes. Tout d'abord pour isoler et pour cultiver les micro-organismes de la vigne. Parce qu'en effet, jusqu'à présent, quand je vous parlais de microbiote ou caractérisation du microbiote, il s'agissait de micro-organismes qu'on n'avait pas encore mis en culture. On ne possède pas les micro-organismes vivants. On les avait juste détectés grâce à la présence de leur ADN. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir les isoler et les cultiver de manière à ce qu'ils puissent peut-être un jour, si c'est intéressant, les faire rentrer dans des produits de biocontrôle. Donc, pour cultiver un grand nombre de micro-organismes, nous allons développer de nouveaux milieux de culture à base d'extraits de vigne. Donc, de manière pratique, on va faire infuser des feuilles de vigne dans nos milieux de culture, de manière à ce que le milieu de culture soit un peu plus proche du milieu naturel dans lequel se développent les micro-organismes. Ensuite, nous allons développer une nouvelle technique qui permettra d'évaluer précisément l'abondance des micro-organismes. En effet, les techniques de séquençage dont je vous ai parlé précédemment, elles ne sont pas très précises au niveau de l'évaluation des abondances des micro-organismes. Donc là, nous allons développer une puce qui ressemble un peu à un circuit imprimé, mais c'est un circuit imprimé vivant. Donc c'est une puce là, de 2 cm sur 2 cm qui va nous permettre très rapidement d'évaluer l'abondance de plusieurs milliers de micro-organismes. Voilà. Et une fois qu'on aura ces outils pour évaluer l'abondance des micro-organismes, on pourra modéliser la dynamique temporelle des micro-organismes en interaction, qui va nous permettre d'affiner en fait les réseaux d'interaction entre pathogènes et micro-organismes. Enfin, toujours dans le projet PPR Vitae, nous allons continuer de rechercher de nouveaux micro-organismes qui pourraient être antagonistes de l'oïdium et du mildiou. Donc nous allons conduire cette recherche en analysant le microbiote dans des parcelles de vignes qui sont systématiquement peu infectées, d'après les relevés qui ont été faits par l'IFV. Et nous allons également nous rendre dans l'aire d'origine des agents pathogènes, donc à l'est des États-Unis, pour essayer d'identifier des bactéries ou des champignons qui pourraient être antagonistes de l'oïdium et du mildiou. Et ceci constitue le cœur de la thèse de Paola Fournier, qui est ici présente, qui a commencé sa thèse au mois d'octobre. Et toujours dans le projet Vitae, nous allons également rechercher des virus des agents pathogènes qui pourraient abaisser l'agressivité des agents pathogènes. Enfin, sur la deuxième partie du projet Vitae, nous allons valider l'activité de biocontrôle des micro-organismes que nous aurons mis en évidence. Et nous avons commencé aussi à élargir notre approche en s'intéressant pas seulement aux micro-organismes qui seraient antagonistes de maladies, mais nous allons nous intéresser à l'ensemble des micro-organismes qui pourraient être bénéfiques pour la vigne. Et ceci est fait au travers du postdoctorat de Lucille Payan, qui vient de commencer. Et Lucille va rechercher des bioindicateurs microbiens du rendement de la vigne. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien. Et je vais laisser la parole à David Bohan, qui va présenter plus précisément donc, nos travaux autour des méthodes de reconstruction de réseau. Je m'appelle David Bohan, je suis un chercheur à l'Université de Dijon. On n'entend pas.
Oui, ok, merci. Comme disait Corinne, le microbiote, c'est une communauté de plusieurs espèces complexes impliquées dans les maladies. Moi, je pense à cette structure un peu comme une économie. Il y a des espèces qui vendent, les espèces qui achètent, les espèces qui empêchent, les espèces qui facilitent. On les appelle les prédateurs, les proies, les compétiteurs. Mais derrière, il y a des règles pour les interactions entre ces espèces. Et en utilisant les approches intelligence artificielle, on peut identifier les interactions et les espèces clés dans les maladies. C'est possible d'imaginer deux espèces sur une feuille, par exemple, une feuille de vigne. Espèce 1 et espèce 2. Espèce 1 joue sur espèce 2, peut-être positivement, négativement. C'est-à-dire, en présence d'espèce 1, espèce 1 va augmenter. En parallèle, espèce 2 joue sur espèce 1. Et avec ces réponses positives et négatives entre les deux espèces, on peut créer un tableau de règles. Pour les interactions mutualistes, on attend 2 plus. Espèce 1 augmente, espèce 2 augmente. Compétition, les deux diminuent en termes d'abondance, etc., etc. Et en utilisant ces règles, on cherche dans les bases de données des espèces présentes sur les feuilles, les interactions entre les espèces. Donc, on échantillonne sur une plante, sur plusieurs plantes. Les plantes dans les parcelles différentes, les plantes dans les régions différentes, dans les situations différentes, les situations saines et les situations de maladie, par exemple. Et on a plusieurs échantillons, sample 1 à 4, par exemple. Chacun de ces exemples, de ces échantillons sont les communautés différentes, avec les contextes différents, avec un nombre d'interactions présentes qui diffèrent entre les échantillons. Et avec cette gamme de structures, on peut faire l'inférence, l'intelligence artificielle, et proposer les réseaux à la fin. Et donc, comme disait Corinne, on commence avec plusieurs échantillons, plusieurs microbiotes, plusieurs communautés de microbes. On fait le métabarcodage, créer les bases de données, faire tourner l'inférence, l'intelligence artificielle, et proposer à la fin les réseaux d'interaction. OK. Par exemple, pour le mildiou, Plasma paraviticola, on peut proposer un réseau avec plusieurs types d'interactions. C'est du spaghetti. Mais on peut analyser ces réseaux. On peut, en utilisant les approches apprentissage automatique, on peut identifier les liens automatiquement. On peut centrer le réseau sur le pathogène. Le pathogène ici, c'est Plasma paraviticola au centre là. Et on peut regarder les liens et les types d'interactions entre cette espèce, le pathogène, et les autres espèces présentes. Et c'est intéressant. OK, on est très tôt dans le travail. C'est un peu trop tôt de dire « OK, ça c'est définitif » ou quelque chose comme ça. Mais c'est intéressant. Les espèces autour de la pathogène facilite la présence de cette pathogène. Il y a plusieurs espèces sur les feuilles de la vigne qui facilitent la présence du pathogène. Et donc, le processus, en ce moment, on est en train de mieux comprendre le réseau trophique
autour des pathogènes pour identifier les espèces qui facilitent ou qui empêchent le pathogène et potentiellement les espèces de biocontrôle. Merci, c'est tout. Merci. Merci Dave, merci Corinne. Je vais passer tout de suite la parole à Montpellier pour quelques questions, si vous en avez bien entendu. Est-ce qu'on peut commencer par Bordeaux? Il y a 2 questions. Peut-être on va prendre les 2 questions à la suite avant de passer aux réponses. Allez, on va Merci de vous faire présenter. primauté au réactif. Hop. Bonjour, Isabelle Ladevez, Bayer. Dans les effets bénéfiques, est-ce qu'on a commencé à travailler à l'effet entretien du sol? Je pense au brûlé sur les truffières, où finalement il y a une limitation de la flore naturellement par les micro-organismes du sol, si je ne me trompe pas. Deuxième question qui recoupe. Donc Paul Armel-Salin pour AgroBioGironde. Est-ce que vous avez travaillé sur les moyens ou les techniques qui permettent de favoriser justement la présence de ces micro-organismes bénéfiques en modifiant les pratiques des agriculteurs ou les types de produits utilisés? Est-ce que vous avez utilisé les thés de compost par exemple ou des produits comme des purins? Voilà, merci. Donc merci. Alors, pour l'instant, on en est seulement dans la phase où on essaye de développer des méthodes pour identifier des antagonistes. Et on s'est intéressé aux micro-organismes qui pourraient avoir une interaction directe avec l'agent pathogène. Donc, c'est-à-dire qu'ils seraient présents directement à proximité, par exemple sur la feuille. Voilà. On ne s'est pas intéressé à des micro-organismes du sol qui pourraient avoir un effet indirect via l'immunité de la plante sur les agents pathogènes. Donc nous, voilà, et pareil, on ne s'est pas encore intéressé aux méthodes qui pourraient favoriser les antagonistes puisqu'on ne les a pas encore identifiés. Mais c'est dans nos têtes, enfin, c'est la suite du travail. C'est en 1, on cale bien nos méthodes, on les valide. En 2, on identifie des antagonistes potentiels. En 3, on identifie les pratiques qui pourraient les favoriser. Une autre question pour Bordeaux. Et bonjour, Marc Fermot, INRAE. Donc une question par rapport au microbiote. On sait qu'il y a des espèces qui sont endophytes, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont à l'intérieur des tissus de la plante. Et on sait qu'il y a aussi des espèces qui sont plutôt à l'extérieur, saprophite, etc. Est-ce que vous faites la différence et est-ce que vous donnez plus d'importance peut-être par rapport aux pathogènes considérés à certaines de ces espèces qui sont plutôt internes ou plutôt externes à la plante? Bonne question. Donc effectivement, je n'avais pas donné cette distinction, mais dans une plante, il y a des micro-organismes qui sont à l'intérieur des tissus, les endophytes, et d'autres qui sont à l'extérieur, les épiphytes. Les épiphytes sont plus diversifiés que les endophytes. Et jusqu'à présent, dans les études que j'ai présentées, on n'a pas distingué les deux. C'est-à-dire que lorsqu'on a collecté les feuilles, on a broyé des disques foliaires non stérilisés. Donc on a étudié simultanément les épiphytes et les endophytes. Mais on est en train de se poser la question, notamment dans la thèse de Paola Fournier, de voir si on ne devrait pas distinguer les deux. Voilà, c'est une question qui est encore en suspens. Merci. Est-ce qu'on peut passer, ou est-ce qu'il reste des questions à Bordeaux? Une dernière. Allez. Oui, Corinne, tu nous as parlé d'holobionte avec des équilibres relativement complexes. Et une fois qu'on aura identifié des antagonistes potentiels, comment aborder leur éventuelle introduction négative avec des effets négatifs sur ces équilibres entre micro-organismes? Oui, c'est une bonne question. Une fois qu'on va... C'est vrai que si c'est la théorie, c'est que tous ces micro-organismes sont en équilibre. À partir du moment où on va en favoriser certains, on peut déstabiliser le microbiote dans son ensemble. Et donc éventuellement, ça pourrait avoir des répercussions sur l'immunité de la plante. On n'en est pas là. Mais oui, c'est une question qui pourra émerger. Ok, pour Bordeaux, on vous rend la main.
Est-ce que Montpellier est toujours en digestion ou est-ce que... Non. Oui, ah si, un bras se lève. Est-ce que c'est cette provocation? J'espère que c'était pas pour Montpellier ça. est très réactif. C'était bien oui, ça a l'air d'être une vraie question. Une question difficile, hein, accrochez-vous. Non, bonjour, Anaïs Bernot au Biocivam de l'Aude. Vous avez parlé tout à l'heure au niveau des espèces que vous trouviez une fois que la feuille était infectée par l'oïdium. Est-ce que du coup vous avez suivi et vous avez regardé une fois, voilà, admettons que la maladie est maîtrisée dans la parcelle, est-ce que du coup le microbiote se reconstitue une fois que finalement la maladie est partie, ou est-ce que du coup il reste un petit peu dégradé et il va rester comme ça toute la saison? Et notamment, vous avez aussi parlé que certaines espèces facilitaient l'installation des pathogènes. Est-ce que du coup, une fois qu'il y a eu la maladie, finalement, ces espèces-là sont en majorité sur le feuillage? Est-ce que Dave, tu veux répondre à une partie de la question? Il se lance. Il se Oui. lance. 2 secondes. Le pathogène est toujours présent, même dans les situations les situations saines. On trouve le pathogène présent de mildiou. Excusez-moi, vous avez posé une question sur l'oïdium, mais dans la présentation que j'ai faite moi, c'était plutôt sur le mildiou. Le pathogène est toujours présent, avant, pendant et après la maladie. C'est juste l'abondance de la pathogène qui change. En fait, on est très tôt dans le travail de répondre à cette question. Corinne, tu es beaucoup plus que moi un travail sur le microbiote des vignes. Peux-tu demander? Je vais compléter, vous m'entendez? On attend un complément de réponse, du coup. Ouais. Oui. Donc oui, c'est vraiment une question intéressante que vous avez posée. Je crois qu'on n'a pas vraiment la réponse. Bon, déjà pour le microbiote foliaire, ce qu'on peut dire, c'est qu'il se reconstitue tous les ans. Donc une fois que la feuille a été infectée, bon, ok, en fin de saison, il y a quelques micro-organismes qui dominent et donc ça se reconstitue au début de l'année. Et ensuite, votre question, elle porte sur la dynamique du microbiote. Alors, on n'a pas fait beaucoup d'études dynamiques. Ce que je peux dire, c'est que dans la littérature, il y a quelques études qui portent sur la dynamique du microbiote face à une perturbation qui n'est pas l'agent pathogène, mais plutôt un pesticide. Et il y a certaines études qui montrent que le microbiote serait assez résilient. Enfin, il subirait une perturbation, mais il se reconstituerait finalement assez vite. Voilà. Mais il faudrait aller vers des études dynamiques, c'est vrai. On a peut-être le temps encore pour une question à Montpellier, si vous en avez une autre. Elles sont difficiles, les questions de Montpellier. Coupez la parole. Oui, on voit. Alors soyez indulgents avec nos réponses. Quand on aura fini de digérer, je te raconte. Bon, ben on n'a pas d'autres questions. On peut passer. D'accord. Bon, Oui, bonjour. Donc Marie-Stéphane Tixier, enseignant-chercheur à l'Institut Agro Montpellier. Donc moi j'ai une question sur les types d'interactions qui existent entre les agents pathogènes et les autres micro-organismes. Et si c'est de la compétition, est-ce que c'est du trophisme, enfin des aspects trophiques, je ne sais pas. Et si on a pu identifier parmi ces interactions celles qui sont les plus dominantes. C'est-à-dire comment en fait les micro-organismes agissent sur le pathogène et par quelle voie d'interaction biologique, quoi. Puisque dans le tableau il y avait compétition, prédation, etc. C'est une super question. En fait, comme j'ai déjà dit, on est tôt dans le travail. Mais on détecte beaucoup plus d'interactions commensales et amensales. Il y a très peu en ce moment d'interactions compétitives et de prédation et parasitisme dans le système.
Mais on pense que c'est, comme j'ai déjà dit, on cherche les règles. Mais on utilise les règles pour cette recherche. La méthode qu'on utilise, c'est une méthode de règles. Nos règles, on voudrait améliorer nos règles. Ça veut dire on grimpe vers une description écologique du système. On n'est pas là. En ce moment, on voit qu'il y a beaucoup plus d'interactions amensal et commensal. Il y a très peu d'interactions compétitives, prédatrices et de parasitisme. Mais la question là, c'est est-ce que c'est une situation réelle? Il y a très peu de ce genre d'interaction, ou c'est une conséquence de nos règles en ce moment. Donc il y a un peu de travail scientifique d'améliorer le processus. Corinne, as-tu des réponses? Oui, je peux ajouter un complément. En fait, l'originalité du travail qui a été réalisé par Didac Barroso-Ergada et par David Bohan, c'est que justement, on commence à pouvoir prédire des types d'interactions entre micro-organismes. Alors qu'avec les autres méthodes pour reconstruire des réseaux d'interaction, on n'a pas le type d'interaction, on a seulement un lien positif ou un lien négatif. Donc nous, on estime qu'on a fait une avancée en recherche là, parce qu'on arrive à mettre des types d'interactions sur les liens de notre réseau. Maintenant, il reste vraiment beaucoup de travail à faire pour valider expérimentalement ces types d'interactions. Et le résultat qui a été obtenu par Didac Barroso, il est plutôt surprenant parce que nous, on s'attendait plutôt à avoir de la compétition entre micro-organismes, soit de la compétition pour les ressources, soit de la compétition par interférence, c'est-à-dire une sorte de guerre chimique entre micro-organismes. Et pour l'instant, dans le réseau qui a été reconstruit par Didac Barroso, c'est pas ce qu'on voit. Est-ce qu'on a une question à Beaune? Oui, 2 questions même. Donc on va les prendre. Oui, Sophie Trouvelot, UMR Agroécologie, Université de Bourgogne. J'aurais une question par rapport finalement aux communautés qui sont observées. Est-ce que ce sont les communautés bactériennes et fongiques? Est-ce qu'il y a également la communauté virale? Et quelle place vous laissez aux virus de plantes dans ces végétaux et dans ces interactions? Merci. Donc, dans le premier travail que j'ai présenté sur l'oïdium, il y avait uniquement la communauté fongique. Dans le deuxième travail que David a présenté sur le mildiou, on avait la communauté fongique et bactérienne foliaire. Et la communauté virale, on ne l'a jamais fait jusqu'à présent, mais les outils existent et ils ont notamment été développés par l'UMR BFP à l'INRA de Bordeaux. Donc, on a des outils bioinformatiques qui nous permettraient d'aller vers la communauté virale, mais ça n'a pas été fait. Ça pourrait être intéressant de l'inclure puisqu'on pourrait identifier des mycovirus. Mais pour l'instant, c'est pas encore, voilà, on l'a pas encore prévu. Une autre question ici à Beaune. Oui, bonjour, Marc Brévaux, société Moitensi. C'est remarquable, hein. D'abord, je trouve ça absolument intéressant ce que vous avez montré sur les réseaux d'interaction. Je trouve ça particulièrement remarquable parce que je pense que dans les approches futures de culture sans pesticides, il faudra plus qu'on s'approche d'une forme de maîtrise de la complexité et de compréhension de la complexité plutôt que de la simplification de la réalité. Et vos outils ils nous laissent entrevoir justement des moyens d'accéder à un niveau de complexité supérieur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Au-delà de ça, j'avais 2 questions. Une plus de compréhension pour un néophyte, qui est de se dire, vous faites digérer vos bases de données par une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle va digérer une entrée, puis elle va vous donner une sortie. Je comprends bien qu'effectivement, il y a du méta-barcoding en entrée, qui permet ensuite effectivement de travailler sur des statistiques de présence, d'absence, etc. Je vois moins bien comment on en déduit les interactions positives, négatives entre les individus. Et mon autre question était de se dire, on voit qu'avec ce travail sur les réseaux d'interaction,
Ce qui sera peut-être plus intéressant que les interactions 2 à 2, ce sera finalement peut-être la déformation de l'ensemble du schéma d'interaction. Et de se dire, est-ce que vous embarquez ça dans vos travaux, c'est-à-dire d'avoir aussi des algorithmes qui permettent c'est un peu la remarque de Corinne tout à l'heure sur l'aspect dynamique des choses. Est-ce qu'on pourra aussi avoir des outils qui nous permettent de visualiser la déformation de cette empreinte dans le temps sous des effets biotiques ou abiotiques, de manière à mieux comprendre comment, non pas un individu réagit par rapport à un autre, mais comment l'ensemble de cette complexité finalement se déforme et se reforme en fonction des différentes conditions. Un peu comme on laisse tomber un caillou dans l'eau. Cette visualisation du réseau, c'est un outil qu'on a créé, nous, de visualiser les réseaux. Et on peut jouer avec les combinaisons d'espèces présentes et tout ça. Je pense qu'il y a 3 ou 4 questions là. Deuxième question, c'était sur le nombre d'interactions qu'on étudie en même temps. Effectivement, il n'y a pas juste 2 espèces présentes, il y a une 3e ou 4e. Il faut marcher avant de courir. C'est difficile, ça. Higher order. Interaction, c'est tellement difficile. OK, les questions sur l'approche d'apprentissage qu'on utilise. Les approches de Corinne qu'elle a montrées au début, c'est les approches corrélatives, plutôt corrélatives, c'est-à-dire les interactions si l'abondance d'une espèce augmente et l'autre diminue, il y a un point négatif. Corrélation, positive, négative. C'est plutôt une approche de fréquence d'une espèce, fréquence d'autres espèces. Si on imagine, c'est tellement difficile de faire la comparaison. On utilise la logique. Si on imagine 2 phrases, une phrase en anglais et une phrase en français, il y a la fréquence de mots. Et entre les 2 phrases, on attend la même fréquence d'adjectifs, de verbes, des mots. La logique, c'est plutôt la structure aussi. Ce n'est pas juste la fréquence, c'est aussi l'ordre. Il y a un ordre dans les verbes, il y a un ordre dans les mots. Et on cherche l'ordre. Et effectivement, c'est ça. Et c'est pourquoi, avec cet ordre, on peut distinguer les interactions différentes. Et donc, j'ai présenté positive et négative, parce que derrière ça, il y a des ordres dans les bases de données. C'était tellement simpliste, tellement simple, cette présentation-là. Dans la base de données, la structure du base de données, et on impose des structures, et dans cette structure, on interprète on cherche et interprète les interactions directement, sans les humains. Par exemple, dans la corrélation, ces points positifs, négatifs, c'est les humains qui interprètent ces points comme une compétition, comme parasitisme, comme prédation. Ici, c'est l'ordinateur qui détermine si c'est un... Et ça, c'est beaucoup plus générique. On peut appliquer le même outil à plusieurs systèmes différents. Et ça, c'est on espère, c'est le bénéfice de notre approche. Okay, Merci. Corinne, on peut s'en tenir là pour la réponse parce qu'on court un petit peu après le temps cet après-midi, si ça ne vous dérange pas. D'accord. On passe. Alors, très rapide complément, si vous le souhaitez. Un complément très rapide. La dernière partie de la question de Marc Brévaux portait sur la dynamique temporelle en fait, du système dans son ensemble.
Et ça, c'est une question complexe parce que le système est complexe. Et même pour les mathématiciens, en fait, c'est un sujet de recherche d'arriver à modéliser la dynamique de tels systèmes dans leur ensemble. Et donc les modèles mathématiques que j'ai très brièvement évoqués dans mon exposé vont essayer d'aller dans cette direction, vers la prédiction de la dynamique temporelle. Mais pour cela, il faut regrouper ensemble les espèces qui auraient le même comportement, parce que sinon, on ne peut pas faire cette prédiction. Le jeu de données est trop gros. Voilà, c'est tout.